Chapitre 3. Les cavernes d'acier d'Isaac Asimov. Incident dans un magasin. Il y avait beaucoup moins de monde dans le magasin que dans la rue. Le directeur, prudent et prévoyant, avait rapidement verrouillé sa porte, empêchant ainsi les fauteurs de troubles d'entrer chez lui. Du même coup, il empêchait ceux qui avaient créé l'incident de s'en aller, mais c'était là un inconvénient moins grave. Bailey ouvrit la porte en se servant de son passe-partout de policier. À sa vive surprise, il constata que Herr Daniel était toujours sur ses talons et qu'il remettait en poche un autre passe-partout qu'il possédait. Or, Bailey dut convenir que cet objet-là était plus petit, mieux fait et plus pratique que celui en usage dans les services de la police new-yorkaise. Le bottier vint à eux, fort agité, et leur dit d'une voix forte: « Messieurs, c'est la ville qui m'a imposé ses employés. Je suis absolument dans mon droit. » 3 robots se tenaient, raides comme des piquets, au fond du magasin. 6 personnes étaient réunies près de la porte. C'étaient toutes des femmes. « Bon, dit Bailey, sèchement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi tout ce charivari? Une des femmes lui répondit d'une voix de tête: « Je suis venu ici acheter des chaussures. Pourquoi ne serais-je pas servi par un vendeur convenable? N'ai-je donc pas l'air respectable? » La façon extravagante dont elle était habillée, et surtout coiffée, rendait sa question superflue. Et si rouge de colère qu'elle fût, on n'en constatait pas moins qu'elle était exagérément fardée. « Je ne demande pas mieux que de m'occuper d'elle-même. D'elle moi-même, pardon, répliqua le bottier. Mais je ne peux pas servir toutes les clientes. Il n'y a rien à reprocher à mes hommes, monsieur l'inspecteur. Ce sont des employés de magasin dûment enregistrés. Je possède leurs spécifications graphiques et leurs bons de garantie. »« Ah ah !» s'écria la femme, en ricanant, tournée vers les autres. « Non mais, écoutez-le donc. Il les appelle ses employés. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes fous, ma parole. Ce ne sont pas des hommes que vous employez, ce sont des robots, hurla-t-elle, en détachant avec soin les 2 syllabes. Et pour le cas où vous ne le sauriez pas, je vais vous dire ce qu'ils font. Ils volent aux hommes leur place. Et c'est pour ça que le gouvernement les protège. Ils travaillent pour rien. Et à cause de ça, des familles entières sont obligées de vivre dans des baraques et de manger de la bouillie de levure pour toute nourriture. Voilà à quoi en sont réduites les familles honorables de gens qui ont passé leur vie à travailler dur. Si c'était moi qui commandais, je vous garantis qu'il ne resterait pas un robot à New York. On les casserait tous. Cependant, pendant ce temps, les autres femmes parlaient toutes à la fois et dans la rue, la foule s'agitait de plus en plus. Bailey éprouva une sensation pénible, brutale même, du fait qu'en de telles circonstances, Herr Daniel Oliva se tenait tout contre lui. Il examina un instant les robots. Ils étaient de construction terrestre, et il fallait bien reconnaître qu'il s'agissait de modèles relativement peu onéreux. C'étaient des robots ordinaires, destinés à ne savoir qu'un petit nombre de choses simples, telles que les différentes catégories de chaussures, leur prix, les tailles disponibles pour chaque modèle, les variations de stock, etc.
Tout cela, il le savait sans doute mieux que les humains eux-mêmes, du fait qu'ils n'avaient aucune autre préoccupation extérieure. De même, ils étaient certainement capables d'enregistrer des commandes à livrer la semaine suivante et de prendre les mesures d'un pied. Individuellement, ils étaient inoffensifs, mais groupés, ils représentaient un terrible danger. Bailey sympathisa avec la femme bien plus sincèrement qu'il ne s'en serait cru capable la veille, ou plutôt non, 2 heures auparavant. Conscient de la proximité immédiate de Herr Daniel, il se demanda si celui-ci ne pourrait pas remplacer purement et simplement un détective ordinaire de catégorie C5. Et songeant à cette éventualité, Bailey se représenta les baraques dont avait parlé la femme. Il eut sur la langue le goût de la bouillie de levure, et il se souvint de son père. Son père était un savant spécialisé dans la physique nucléaire. Il avait accédé aux plus hautes fonctions dans sa profession. Mais un jour, un accident s'était produit à la centrale d'énergie atomique, et son père en avait été rendu responsable. On l'avait déclassé. Bailey n'avait jamais su les détails exacts du drame, car à l'époque, il n'avait qu'1 an. Mais il se souvenait bien des baraques où il avait passé son enfance et de cette existence communautaire dans des conditions tout juste supportables. Il n'avait aucun souvenir de sa mère, car elle n'avait pas survécu longtemps à cette ruine, mais il se rappelait bien son père, un homme au visage bouffi et morose, qui parfois parlait du passé d'une voix rauque et saccadée. Lige avait 7 ans quand son père, toujours déclassé, était mort à son tour. Le jeune Bailey et ses 2 sœurs aînées furent admis à l'orphelinat de la ville, car le frère de leur mère, l'oncle Boris, était trop pauvre pour les prendre à sa charge. Alors, la vie avait continué ainsi, très pénible, car c'était dur d'aller à l'école et de s'inscrire sans bénéficier de l'aide et des privilèges paternels. Et voilà qu'il se trouvait au milieu d'une émeute naissante et obligé de par ses fonctions de faire taire des gens dont le seul tort consistait, après tout, à craindre pour eux et pour les leurs ce déclassement qu'il redoutait pour lui-même. D'une voix qu'il s'efforça de garder calme, il dit à la femme : « Allons, madame, ne faites pas de scandale, je vous en prie. Ces employés ne vous feront aucun mal. » Bien sûr qu'ils ne m'en ont pas fait, rétorqua-t-elle de sa voix de soprano, et qu'il n'y a pas de danger qu'ils m'en fassent pour sûr. Vous vous figurez peut-être que je vais me laisser toucher par leurs doigts glacés et luisants? Je suis venu ici, m'attendant à ce qu'on me traite comme un être humain. Je suis une libre citoyenne de cette ville et j'ai le droit d'être servie par des êtres humains normaux, comme moi. Et d'ailleurs, j'ai 2 enfants qui m'attendent à la maison pour déjeuner. Ils ne peuvent aller sans moi à la cuisine communautaire, comme s'ils étaient des orphelins. Il faut que je sorte d'ici. Eh bien, répliqua Bailey, qui commençait à perdre son calme, si vous vous étiez laissé servir sans faire d'histoire, il y a longtemps que vous seriez dehors. Toutes ces discussions ne servent à rien. Allons, maintenant, venez. Ça, c'est le bouquet, cria la femme indignée. Vous vous figurez peut-être que vous pouvez me parler comme si j'étais une traînée, mais il est peut-être temps aussi que le gouvernement comprenne que les robots ne sont pas les seuls gens dignes d'intérêt. Moi, je suis une femme qui travaille dur et j'ai des droits. Elle continua sur ce ton, sans que rien ne pût l'arrêter. Bailey se sentit épuisé et dépassé par les événements. Il ne voyait pas comment en sortir, car même si la femme consentait maintenant à se faire servir
comme on le lui avait offert, la foule qui stationnait devant la porte pouvait fort bien faire du grabuge. Elle devait s'élever maintenant à une centaine de personnes, et depuis l'entrée des détectives dans le magasin, elle avait doublé. « Que fait-on habituellement en pareil cas ?» demanda soudain R. Daniel Oliva. Bailey faillit sursauter et répliqua. « Tout d'abord, c'est un cas tout à fait exceptionnel. »« Bon, mais que dit la loi? » Les R ont été affectés à ce magasin par les autorités de la ville. Ce sont des employés enregistrés et il n'y a rien d'illégal dans leur présence ici. Ordering to that. Ils s'étaient entretenus à mi-voix. Bailey s'efforçait de garder une distance, non, une attitude officielle et menaçante. En revanche, le visage d'Oliva demeurait impassible et inexpressif. « S'il en est ainsi, dit R. Daniel, vous n'avez qu'à ordonner à la femme de se laisser servir ou de s'en aller. »« C'est à une foule que nous avons affaire, grommela Bailey entre ses dents, et non à une femme. Nous ne pouvons pas parer le coup qu'en appelant du renfort pour disperser ces gens. On ne doit tout de même pas avoir besoin de plus d'un officier de police pour faire respecter la loi par un groupe de citoyens, dit Daniel. Il tourna vers le bottier son large visage et lui ordonna. « Ouvrez la porte du magasin, je vous prie. » Bailey tendit le bras, dans l'intention de saisir R. Daniel par l'épaule et de le faire se retourner. Mais il renonça aussitôt à son projet en songeant que, si, en un tel instant, deux représentants de la loi se disputaient en public, cela supprimerait du coup toute chance de parvenir à un règlement à l'amiable de l'incident. Cependant, le bottier, fort mécontent, se tourna vers Bailey, mais celui-ci évita son regard. « Au nom de la loi, monsieur, répéta alors R. Daniel, imperturbable, je vous ordonne d'ouvrir cette porte. »« C'est bien, rétorqua l'homme, furieux, mais je vous préviens que je tiendrai la ville pour responsable de tous les dommages qui pourraient survenir. Je vous prie de prendre acte que j'agis sous la contrainte. » Ceci dit, il ouvrit, et une foule d'hommes et de femmes envahit le magasin en poussant des cris joyeux. Pour eux, c'était une victoire. Bailey avait entendu parler d'émeutes de ce genre, et il avait même assisté à l'une d'elles. Il avait vu des robots, saisis par une douzaine de mains, se laissant emporter sans résistance et passant de bras en bras. Les hommes tiraient sur cette imitation métallique de l'homme, ils s'efforçaient d'en tordre les membres, ils se servaient de marteaux, de couteaux, de ciseaux à froid, et finalement, ils réduisaient les misérables objets en un tas de ferrailles et de fils de fer. En un rien de temps, les cerveaux positroniques de grand prix, les chefs-d'œuvre les plus compliqués que l'homme eût encore inventés, avaient été ainsi lancés de main en main, comme des ballons de rugby, et réduits en 1000 morceaux. Puis, quand l'esprit de destruction avait commencé joyeusement à se donner libre cours, les foules se tournaient invariablement vers tout ce qui pouvait être démoli. Les robots employés dans le magasin de chaussures ne pouvaient évidemment rien savoir de ces précédents. Néanmoins, quand la foule pénétra dans la pièce, ils se serrèrent dans un coin et levèrent les mains devant leur visage, comme s'ils tentaient bêtement de les cacher. La femme, qui avait déclenché toute l'affaire, effrayée de la voir prendre des proportions bien plus importantes qu'elle ne l'avait prévu, s'efforça d'enrayer le flot, en bredouillant des « Allons, allons !» inintelligibles. Son chapeau bascula sur son visage et ses cris se perdirent dans la cohue, cependant que le bottier hurlait
Arrêtez-les, inspecteur, arrêtez-les. Ce fut alors que Erdânil parla. Sans effort apparent, il éleva la voix sensiblement plus haut qu'une voix humaine normale. « Halte !» dit-il, « ou je tire sur le premier qui bouge !» Oh my God! Quelqu'un cria dans les derniers rangs. « Descendez-le !» Mais nul ne bougea. Erdânil grimpa avec aisance sur une chaise et de là sur un des comptoirs. Le magasin était éclairé à la lumière moléculaire polarisée, laquelle donnait un visage du robot spatien un aspect irréel, que Bailey trouva même surnaturel. La foule fit tout à coup silence, et Erdânil, la dominant, sans bouger, donnait à la fois une impression de calme et de puissance extraordinaire. Il reprit sèchement. « Vous êtes en train de vous dire, ce type-là essaie de nous intimider, mais il n'a pas d'arme dangereuse, il nous menace avec un jouet. Si nous lui tombons tous dessus, nous le maîtriserons facilement. Et, au pire, un ou deux d'entre nous risqueront un mauvais coup. Donc, ils se remettront vite. D'ailleurs. Mais l'essentiel, c'est d'atteindre notre but, qui est de montrer que nous nous moquons de la loi et des règlements. » Sa voix n'était pas dure ni coléreuse, mais il en émanait une étonnante autorité. Tout cela fut dit du ton de quelqu'un habitué à commander et sûr d'être obéi. Il poursuivit. « Eh bien, vous vous trompez. L'arme dont je dispose n'est pas un jouet, loin de là. C'est un explosif et des plus meurtriers. Je suis décidé à m'en servir et je vous avertis que je ne tirerai pas en l'air. Avant que vous soyez arrivés jusqu'à moi, j'aurai tué beaucoup, et probablement même le plus grand nombre d'entre vous. Je vous parle sérieusement et je ne crois pas que j'ai l'air de plaisanter, n'est-ce pas? » Dans la rue, aux abords du magasin, des gens remuèrent, mais plus personne ne franchit la porte. Quelques nouveaux venus s'arrêtaient par curiosité, mais beaucoup se hâtèrent de partir. À quelques pas de Erdânil, les assistants les plus proches de lui retinrent leur respiration et s'efforcèrent de ne pas céder à la pression de ceux qui, derrière, les poussaient en avant. Ce fut la femme au chapeau qui rompit le pesant silence dont l'apostrophe de Erdânil Oliva avait été suivie. Elle hurla. « Il va nous tuer! Moi, je n'ai rien fait! Oh! Laissez-moi partir! » Elle fit demi-tour, mais se trouva nez à nez avec un mur vivant. Elle s'effondra à genoux. Les derniers rangs de la foule silencieuse commencèrent à battre en retraite. Erdânil sauta alors à bas du comptoir et déclara « Je vais de ce pas gagner la porte et je vous prie de vous retirer devant moi. Je tirerai sur quiconque se permettra de me toucher. Quand j'aurai atteint la porte, je tirerai sur quiconque stationnera ici sans motif. Quant à cette femme... » « Non, non !» hurla celle qui avait causé tout ce désordre. « Je viens de vous dire que je n'ai rien fait. Je n'avais aucune mauvaise intention. Je ne veux même pas de chaussures. Je ne veux que rentrer chez moi. » Cette femme, reprit sans se troubler Dânil, va rester ici et on va la servir. On va la servir. Ok. Il fit un pas en avant et la foule le regarda muette. Quant à Bailey, fermant les yeux, il se dit « Ce n'est pas ma faute. Non, vraiment, je n'y suis pour rien. Il va y avoir un ou même plusieurs meurtres et ce sera la pire des histoires. Mais voilà voilà ce que c'est de m'avoir imposé un robot comme associé et de lui avoir donné un statut légal équivalent au mien.
Et là-dessus, je ferai une pause aujourd'hui. Chapitre 3, première partie. Les cavernes d'acier. Merci.